Bienvenue! Devant moi, j'ai un Infinix Note 60 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer le processus de configuration de cet appareil. Donc, lorsque vous démarrez votre appareil pour la toute première fois, vous devriez voir le même écran que celui que vous voyez de mon côté, qui est notre page de configuration. Nous allons cliquer sur nous allons cliquer sur la flèche et ici, nous allons trouver la langue souhaitée. Maintenant, il affiche des régions ou des langues qui correspondent également à votre région, comme le polonais par exemple, juste ici. Mais je vais en fait sélectionner l'anglais juste ici. États-Unis. Maintenant, la région spécifique ici n'a pas vraiment d'importance pour l'anglais. Cela ne change pas vraiment ce qui est écrit, et nous avons de toute façon la sélection de la région sur la page suivante. Maintenant, ici je recommanderais peut-être de choisir une région qui fait partie de l'Union européenne. C'est peut-être une idée totalement infondée, mais si c'est le cas, vous n'y perdez rien, et si ce n'est pas le cas, alors vous pourriez en tirer profit à l'avenir. Donc, la raison pour laquelle il faut choisir un pays de l'Union européenne est que l'Union européenne est un peu plus favorable aux consommateurs. Tant que ça ne finit pas par arrêter de tuer les jeux et qu'ensuite, vous savez, leurs poches se remplissent, mais peu importe. Donc, dans le but d'être plus favorable aux consommateurs, ils sortent souvent des lois que les entreprises n'aiment pas vraiment. Maintenant, les États-Unis, c'est exactement l'opposé. Ils vous arnaqueront dans l'espoir que les entreprises puissent se faire de l'argent. Ici, c'est un peu différent. Et dans le cas où l'Union européenne marcherait sur les pieds des entreprises au point que celles-ci décident de ne se conformer qu'à cette région sans changer cela à l'échelle mondiale, ou tout simplement de cesser leurs activités ici, elles devront quand même changer les choses. Ça, c'est inévitable. Donc à ce stade, généralement, comme je l'ai dit, ce sont des changements favorables aux consommateurs, ce qui signifie que si vous venez d'ici, vous pourriez potentiellement bénéficier de ce changement. Imaginons une situation hypothétique. Disons que Google décide de verrouiller complètement Android et de ne vous autoriser à installer que des applications provenant du Play Store ou des applications signées par eux et que l'Union européenne commence à considérer cela comme un comportement absolument monopolistique et demande à Google d'arrêter ce que Google pourrait faire uniquement en Europe, mais pas ailleurs. Et dans ce cas, si vous indiquez que vous venez de Pologne, par exemple, vous pourriez être en mesure d'installer des applications de n'importe où, peu importe qu'elles soient signées ou non, contrairement à ce que Google voudrait vous imposer. C'est donc en quelque sorte à cela que tout cela se résume. Mais comme je l'ai dit, cela pourrait être totalement infondé et nous n'avons vraiment rien pour le moment pour vérifier si cela fonctionnera un jour. Quoi qu'il en soit, passons à la suite, nous avons les conditions d'utilisation. Nous avons donc les conditions d'utilisation juste ici et la politique de confidentialité. Vous pouvez lire les deux et il est probablement recommandé de le faire, mais si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas, personne ne le fait. Nous cochons simplement la case ici et nous passons à la suite. Et ensuite, nous obtenons la configuration à l'aide d'un autre appareil. Maintenant, laissez-moi prendre un autre appareil et vous pouvez voir sur cet autre appareil, vous obtenez une fenêtre contextuelle comme celle-ci, configurer un nouvel appareil. Et je peux cliquer sur « Configurer » et ce qu'il me dirait de faire, je crois que cet appareil afficherait un seul numéro. Disons 69. Sympa. Et l'autre téléphone, celui qui avait cette fenêtre contextuelle, il aurait quelque chose comme 126 972 par exemple, n'est-ce pas? Et ce que je dois faire, c'est simplement sélectionner le numéro que je peux voir ici. Je dois le sélectionner parmi les 3 numéros sur l'autre appareil. Une fois cela fait, je devrais peut-être aussi confirmer le verrouillage d'écran qui se trouve sur cet autre téléphone et il transférera ensuite toutes les données telles que principalement les comptes Google et tout ce qui est associé au compte Google, donc les contacts, les photos, les applications. C'est honnêtement un excellent moyen de transférer rapidement tous vos comptes sans jamais avoir besoin de vous y connecter. S'ils sont connectés sur cet appareil, ils sont transférés ici sans que vous ayez jamais besoin de saisir leur mot de passe. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement faire correspondre le numéro et confirmer le verrouillage d'écran, et c'est bon. Passons à la suite, nous avons l'insertion de la carte SIM. Je l'ai retirée, mais ce n'est pas une étape obligatoire. Vous pouvez tout à fait ignorer cette étape si vous le souhaitez. Ensuite, nous avons la connexion au Wi-Fi, et là encore, c'est facultatif. Vous n'avez pas besoin de vous connecter au réseau si vous ne le souhaitez pas, donc je vais ignorer cette étape. À ce stade, l'appareil est en cours de configuration dans ce qui pourrait être considéré comme un mode hors ligne. Je n'ai ni carte SIM insérée, ni connexion Wi-Fi,
ce qui pourrait entraîner, premièrement, que le téléphone configure une date et une heure incorrectes, pour lesquelles il pourrait d'ailleurs m'afficher une page afin que je les corrige. Si je le connecte à n'importe quel type de réseau, il passera complètement cette page. Je ne pourrai pas me connecter à un compte Google, restaurer des applications et des données, ni obtenir de mises à jour logicielles. Cela ne s'applique qu'à la configuration, et une fois celle-ci terminée, vous pourrez modifier tous ces éléments dans les paramètres. Passons aux méthodes de déverrouillage. Vous en avez 3, l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou les options classiques comme le code PIN, le schéma et le mot de passe. Notez que pour les options biométriques, vous devrez toujours définir un code, un schéma ou un mot de passe en complément car la biométrie n'est jamais fiable à 100%. Et si la reconnaissance échoue à cause d'une petite imperfection sur votre visage ou doigt, vous pouvez toujours compter sur votre code, schéma ou mot de passe qui ne craint pas ces imprévus. Maintenant, je recommande également de définir au moins un code PIN, un schéma ou un mot de passe sur votre appareil. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la biométrie, mais définissez au moins quelque chose comme un code PIN. La raison à cela est que si jamais vous perdez votre appareil, évidemment, il stocke toutes vos informations personnelles. Donc celui qui le trouve, ce serait bien pour vous qu'il n'ait pas accès, par exemple, à toutes vos photos, disons, quelles que soient de ces photos. Maintenant, un avantage supplémentaire est que, généralement, votre téléphone sera également connecté à un compte Google. Généralement. Je ne dis pas que tous ceux qui regardent cette vidéo le font, mais beaucoup de gens le font. Et dans ce cas, si vous perdiez votre appareil et que quelqu'un le trouve et fait son petit malin en ne voulant pas vous le rendre parce que, il l'a trouvé honnêtement, au moins vous pouvez vous venger et le fait que ce petit emmerdeur, ce déchet humain qui garde votre téléphone parce qu'il l'a trouvé et que vous n'avez aucune idée de qui c'est, eh bien, il ne pourra pas l'utiliser parce que vous avez un verrouillage d'écran et un compte Google. Ils ne connaissent pas le verrouillage d'écran, donc leur meilleure option suivante serait de réinitialiser le téléphone. C'est dommage pour vous parce que vous allez perdre vos données, mais vous pouvez vous réjouir du fait que vous savez qu'ils ne pourront pas l'utiliser de toute façon, car une fois qu'ils l'auront réinitialisé, ils seront encore plus dans la merde parce que maintenant le téléphone leur dit « Oh, pendant la configuration, vous savez, connectez-vous au réseau. » Une fois que vous vous y connectez, vous savez quoi? Vérifiez qu'il s'agit bien de vous. Fournissez-nous soit votre verrouillage d'écran, soit le compte Google qui était connecté. Si vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment terminer la configuration et donc, vous ne pouvez pas vraiment utiliser le téléphone. Donc vous avez un peu, vous savez, le dernier mot, j'imagine. Bref, comme je l'ai dit, faites ce que je fais, pas ce que je dis. Désolé, c'est l'inverse. Bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est un téléphone professionnel, donc je ne configure pas vraiment de verrouillage d'écran ici, mais je vous recommande de le faire. Passons à la suite, nous avons les services Google. Maintenant, je vais passer un peu de temps à râler sur ce truc, juste pour qu'on soit bien conscient de ce à quoi on a affaire. Si vous vous fichez royalement de votre vie privée, et de ce à quoi vous avez affaire ici, alors surtout, avancez de plusieurs minutes. Mais si cela vous importe, je vais entrer beaucoup plus dans les détails à ce sujet et parler de ce que cela signifie réellement pour vous. Alors commençons par la localisation. Une petite description rapide. Je ne vais pas tout lire. Permet aux applications et aux services ayant des autorisations de localisation d'utiliser la position de votre appareil. La précision de la localisation utilise des informations sur les signaux sans fil tels que les points d'accès Wi-Fi, les tours de réseau cellulaire et le GPS. C'est vraiment tout ce qui compte. En désactivant cela, cela ne signifie pas que votre téléphone n'utilise plus les connexions Wi-Fi, GPS et ce genre de choses et qu'il est suivi. Ça empêche simplement les applications et les services de pouvoir, soi-disant, utiliser cela. Je dis soi-disant parce que ça ne veut rien dire. Ça n'empêche pas non plus Google d'accéder à ces informations parce que le métier de Google, c'est de récupérer vos informations et de les vendre. Il ne se considère pas comme un service ou une application. C'est plutôt comme un système d'exploitation. Donc ça, c'est un problème. Et numéro 2, vous avez des types flippants comme Zuckerberg qui surveillent ce genre de choses. Vous lui avez dit de ne pas faire quelque chose et il est censé être légalement tenu par ça, mais il considère ça comme une simple directive générale et se dit « je m'en fiche, je vais quand même récupérer vos données. » Et maintenant, il fait l'objet d'un recours collectif. Va te faire foutre, espèce de raté. Donc évidemment, je décocherai ça, peu importe votre idée ici, parce que quand des enfoirés flippants comme Zuck décident de ne pas tenir compte de ce que vous leur avez dit de faire et violant complètement votre vie privée,
au moins vous pouvez savoir que lorsqu'ils sont traînés en justice dans des recours collectifs, vous pouvez obtenir un petit peu d'argent de leur part. Vous pouvez les plumer un tout petit peu. Passons maintenant à autoriser la recherche qui se désactive automatiquement avec la localisation. Juste pour vous montrer à nouveau, vous voyez, voilà. Maintenant, autoriser la recherche permet aux applications et aux services de rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité à tout moment, même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth est désactivé, ce qui est le point le plus important. Ce qui signifie que votre téléphone, même si vous avez soi-disant désactivé votre Wi-Fi ou votre Bluetooth, ne l'a jamais vraiment éteint. Il fait juste semblant d'être éteint. Et de plus, encore une fois, tout comme avant, cela empêche les applications et les services, pas le téléphone lui-même, de rechercher cela. Et en outre, cela n'empêche pas les autres téléphones et services de rechercher votre appareil, ce qui, ouais. La confidentialité, n'est-ce pas? Une bonne blague, celle-là. Passons à la suite, nous avons l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic. Désactivez simplement ça. C'est essentiellement Google qui veut vos données pour pouvoir les monétiser et les vendre. Donc, aidez à améliorer l'expérience de votre appareil Android en envoyant automatiquement des données de diagnostic de l'appareil et d'utilisation des applications à Google. Non, juste non. C'est dans l'intérêt de Google d'améliorer son expérience Android afin que vous soyez incité à acheter un autre Android. Sinon, vous pouvez regarder de l'autre côté comme chez Apple. Ce n'est donc pas à vous de donner vos données qu'ils monétisent pour qu'ils améliorent quelque chose. À ce stade, vous payez pour cette amélioration avec vos propres données et Google ne vous paie pas d'argent pour ces données, donc il n'y a aucune raison pour que vous les partagiez gratuitement. L'approche ici est la suivante. Si Google peut les vendre et gagner de l'argent avec, vous devriez aussi gagner de l'argent avec. Après tout, c'est vous qui les générez. Si vous n'êtes pas payé pour ça, vous ne devriez pas les partager. Passons à la suite. Installer les mises à jour et les applications. Maintenant, celui-ci est le plus dégoûtant et aussi celui qui est rédigé de la manière la plus bidon et celui qui ne dit pas vraiment à quoi il fait référence. Donc, passons rapidement. En continuant, ce qui commence automatiquement comme du chantage, vous acceptez que cet appareil puisse aussi télécharger et installer automatiquement des mises à jour et des applications depuis Google et votre opérateur, blablabla. Ça n'a pas d'importance. Le reste n'a pas d'importance. Donc, vous vous dites peut-être, eh bien, je peux désactiver les mises à jour système et les mises à jour d'application dans les paramètres après la configuration. Et oui, vous le pouvez, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit dans ce paramètre. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas d'interrupteur ici, contrairement à ceux que vous avez dans les paramètres. Ceux dans les paramètres parlent vraiment de la chose exacte, comme une mise à jour système ou une mise à jour d'application. Ce n'est pas de cela dont il est question ici. Cela insinue que c'est de ça dont il s'agit, mais en fait, ça vous mène simplement en bateau. Ce à quoi cela fait réellement référence, ce sont les services de mise à jour OTA. Et vous vous grattez peut-être la tête en vous disant « C'est quoi ce bordel, un service de mise à jour OTA ?» C'est fait exprès. Ce dont il s'agit en réalité, c'est essentiellement d'un processus qui s'exécute en arrière-plan sur votre téléphone, que vous ne voyez pas vraiment en temps normal, à moins de télécharger des applications spécifiques pour les voir, et qui est conçu pour installer des correctifs de sécurité, ce qui est une bonne chose. Les correctifs de sécurité, s'ils ne sont pas appliqués, peuvent évidemment être exploités comme une vulnérabilité par des pirates pour obtenir des informations sur votre appareil et, vous savez, des données personnelles depuis votre téléphone. Donc ça va. Mais cela sert aussi aux mises à jour forcées que vous ne voyez jamais arriver sur votre appareil. Elles vont simplement s'installer et vous n'aviez aucun moyen de le savoir. Vous avez probablement déjà vécu cela à un moment ou à un autre. Vous ouvrez une application un jour et tout semble soudainement différent, même si le téléphone n'a jamais été mis à jour, ni l'application ni le téléphone lui-même, et pourtant l'application a changé d'apparence. C'est ça, les mises à jour OTA. Et la raison pour laquelle je déteste cela, c'est que nous avons commencé à voir cette pratique utilisée de plus en plus souvent à des fins malveillantes. Les entreprises vont donc commencer à utiliser ce procédé pour modifier les conditions d'achat après la vente. C'est essentiellement ce que cela leur permet de faire dans ce cas précis, et nous sommes bien obligés d'accepter. Pour vous donner quelques exemples, Samsung vendait et vend toujours des réfrigérateurs intelligents. Ceux avec un écran, vous savez, pour que vous puissiez y mettre vos photos de famille, faire des listes de courses et tout ce genre de choses sympas pour lesquelles le réfrigérateur a été initialement conçu.
Eh bien, Samsung a regardé ça et s'est dit « Waouh, un marché inexploité. Il est temps de mettre des pubs sur cette saloperie. » Et maintenant, les gens qui ont acheté ce réfrigérateur il y a 1 an ou 2 ont reçu une mise à jour forcée dont ils n'étaient même pas au courant. Et maintenant, ils se retrouvent avec de jolies petites publicités sur leur réfrigérateur intelligent parce qu'ils possèdent un écran. Donc il y a de la place pour des publicités. C'est génial, non? Un réfrigérateur à 3000 $, c'est maintenant pratiquement devenu de la merde. Autant ne jamais avoir eu cet écran dès le départ, parce que maintenant, il ne fait que vous énerver alors que vous avez déboursé 3000 $. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas parler uniquement de réfrigérateurs, car nous avons aussi eu d'autres cas avec Sony. Ça n'est probablement pas une surprise quand on parle d'une entreprise de merde aussi glauque. Ça devait forcément être Sony, non? Donc Sony vend ses téléphones Sony Xperia. Ces téléphones ont été spécifiquement conçus, pour la plupart, pour être utilisés avec leurs appareils photo alpha. Sony propose également des appareils photo hybrides. Et ce que ce téléphone vous permettait de faire, c'est de le connecter à cet appareil photo via un câble pour utiliser le téléphone comme un écran plus grand pour l'appareil. Donc, au lieu d'utiliser, vous savez, le tout petit écran que vous avez sur votre appareil photo pour voir ce que l'appareil voit, vous pouvez brancher votre téléphone et utiliser celui-ci à la place. Et c'est un écran beaucoup plus grand, également assez bien calibré en termes de couleurs. Eh bien, cela faisait partie du téléphone Sony gratuitement. Et si vous avez acheté ce téléphone, vous l'avez probablement acheté pour cette raison, et vous avez payé trop cher pour cette raison, car le téléphone était déjà plus coûteux qu'il n'aurait dû l'être. Mais cela présentait certains avantages. Eh bien, Sony est arrivé et s'est dit « Eh bien, vous savez quoi? Il n'y a pas assez de gens qui utilisent nos téléphones et cette application. Donc, nous allons ajouter un abonnement, ce qui signifie essentiellement « vous savez quoi? » Les pigeons qui ont acheté ce téléphone pour cette raison précise, on va juste les laisser tomber, n'est-ce pas? Ouais. Et vous vous faites avoir. On n'a pas besoin de lubrifiant pour ça. C'est nul d'être un perdant. Oh, vous avez acheté le téléphone il y a 1 an dans ce but. Eh bien maintenant, on peut payer un abonnement pour ce but. Donc, vous avez payé trop cher et maintenant, vous devez aussi payer un abonnement pour continuer à utiliser la fonctionnalité que vous avez payée. Ou, alternativement, vous pouvez simplement laisser tomber et commencer à utiliser Monitor Plus à la place, qui est sans fil et fonctionne sur tous les téléphones. Vous pourrez me remercier plus tard. Bref, maintenant que tout cela est réglé, il y a certaines choses que vous pouvez faire. Techniquement, vous pouvez supprimer les services de mise à jour OTA. Votre appareil devient vulnérable aux failles si jamais il y en a qui ne sont pas corrigées parce que vous avez supprimé ce service. Mais vous savez quoi? Mon point de vue, c'est que si une entreprise peut changer les conditions d'achat après coup sans mon autorisation, ça ressemble à une très très grosse faille. Et si je vois ça arriver plus souvent que mon téléphone se faire pirater, vous savez quoi? Je pense que je préfère corriger le problème moi-même en le supprimant. C'est juste mon approche. Bref, passons à la suite. Ensuite, nous avons les services recommandés. Nous avons donc la participation au programme d'expérience utilisateur. Non, service recommandé personnalisé. Non. Service de mise à jour automatique. Non. On peut laisser la plupart de ces options désactivées. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez l'activer. Évidemment, je ne vous dis pas que vous devez absolument les désactiver. Je recommande simplement que s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment, comme peut-être l'App Center, activez-le sans hésiter. Programme d'amélioration utilisateur? Non merci. C'est comme Google. Donnez vos données pour qu'ils fassent des profits records. On peut gagner 2 fois plus d'argent en vendant vos données qu'en vous vendant le téléphone. Je refuse. Ensuite, nous avons Mobile Cloner. C'est en fait une application plutôt bonne, tout bien considérée. Elle peut être téléchargée sur d'autres appareils. Et ce qu'elle vous permettra de faire, c'est, par exemple, si vous avez un vieux Samsung que vous quittez, vous pouvez télécharger Mobile Cloner sur ce Samsung, puis connecter ces 2 téléphones ensemble et sélectionner le type de données que vous souhaitez transférer de ce Samsung vers celui-ci. Et si vous vous dites, eh bien, j'ai déjà fait une sauvegarde avec Google, alors vous n'avez pas vraiment sauvegardé votre appareil. Et je recommande vraiment d'utiliser cette méthode à la place, car Mobile Cloner crée une connexion directe entre ces 2 téléphones. C'est donc complètement hors ligne, ou plutôt hors réseau. Et il ne va pas faire de tri sélectif sur le type de données que vous pouvez transférer ou sur la quantité de données que vous pouvez déplacer. Il vous permet simplement de tout transférer tant que vous avez suffisamment d'espace sur le téléphone lui-même. Et vous pouvez tout transférer, comme les photos et les vidéos, peu importe s'il y en a plus de 15 gigaoctets, contrairement à Google. Les applications, même si elles proviennent de l'extérieur du Play Store, aucun problème. Elles sont transférées.
Donc ce sera bien meilleur et aussi plus rapide. Ensuite, nous avons la navigation système. Choisissez donc la navigation que vous préférez. J'aime les gestes, c'est donc ce que je vais garder. Et cela termine essentiellement la configuration. C'est donc comme si tout était prêt. Et voilà. Maintenant, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.